Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, internautes de la chaîne citoyenne auditeurs de la radio Electron FM, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le journal, c'est dans un instant. Éducation s'impose à la première page de cette édition. L'Institut privé Amoul de Farsha a organisé une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la 16e promotion. C'était ce matin et c'est le ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre à cette cérémonie. C'est en présence du secrétaire général Mohamed Hamad du ministère de la Santé publique et de la Prévention, représentant le ministre de la Santé et celui de l'administration académique. Bainadi Nicolas et Chanel Alao étaient pour le compte d'ITV. Suivez le reportage. Ils sont au total 247 lauréats de la 16e promotion de l'Institut privé Amoul de Farsha à recevoir leur parchemin des mains du secrétaire général du ministère de la Santé. Ce précieux sésame est obtenu après 3 ans de dur labeur à l'IPAF. Parents, amis, enfants et connaissances étaient présents à cette cérémonie. Pour le président du comité d'organisation, cette cérémonie revêt un caractère de grande fierté. C'est un honneur de célébrer la réussite de nos lauréats, devait-il ajouter. Il laisse entendre aussi que ce moment marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de persévérance et de dépassement de soi. Dans son allocution, le directeur général adjoint de l'IPAF remercie les autorités éducatives et les parents pour leur soutien multiforme sans lequel la sortie des lauréats de cette 16e promotion ne sera pas effective. Votre présence aujourd'hui, malgré vos multiples occupations ainsi que celles de vos collègues du gouvernement, témoigne de l'importance que vous avez accordée à l'éducation et la formation professionnelle pour la jeunesse tchadienne. Les lauréats remercient Dieu pour la réussite de 3 ans et leur support de détermination. Il est le support de notre détermination, de notre résilience. Il est le fruit de nos sacrifices, de notre engagement. Mais je suis le soutien indéfectible de ceux qui ont cru en nous. Je voudrais, au nom des étudiants de l'Institut privé Amoul de Farsha, exprimer ma profonde gratitude à notre Institut IPAF. Le représentant du ministre de la Santé, le secrétaire général Mohamed Hamid, souligne que cet événement marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, pétri des fois inlassable, gage de ce résultat. Vous êtes des piliers de notre système de santé et de gestion aujourd'hui et demain. Je remercie particulièrement le président fondateur qui est ici présent de cet effort immense pour ces efforts consentis à la formation de la jeunesse tchadienne. Chers lauréats, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais n'oubliez pas que le diplôme n'est pas une fin en soi. C'est un levier, une responsabilité, un appel à l'action. Où que vous soyez appelés à servir dans les hôpitaux, les structures sanitaires. Le représentant du ministre salue l'excellence académique, mais aussi l'engagement, la curiosité et la passion dont les étudiants ont fait preuve. Il adresse ses chaleureuses félicitations aux lauréats. Cette cérémonie ne marque pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Que ce diplôme ne soit pas seulement une reconnaissance académique, mais un tremplin vers les ambitions, un encouragement à poursuivre l'excellence et un rappel que le savoir est une richesse que l'on cultive tout au long de sa vie. À cette occasion, l'IPAF a offert un prix d'excellence aux 10 meilleurs étudiants de la 16e promotion. Chaque diplôme remis aujourd'hui est le reflet d'un parcours unique, jalonné de défis, de réussite et de croissance personnelle. Il faut dire qu'à l'issue de cette cérémonie, quelques récipiendaires ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Bainadi Nicolas et Chanel Alao. C'est une immense joie. Pour tant d'années, nous avons travaillé, nous avons pu finir avec nos études. Et nous recevons notre diplôme aujourd'hui. Au niveau de notre institution, nous avons beaucoup appris la gestion des pays, la comptabilité générale. On a pu échanger avec nos autorités. Après plusieurs années, au moins 3 ans, que je suis dans cette école et aujourd'hui, recevoir mon diplôme, ce n'est pas seulement de la joie pour moi seul, mais aussi pour toute la famille qui m'a soutenu jusqu'ici. C'était tellement un bon parcours pour moi. Et je suis vraiment heureux d'avoir mon diplôme en licence professionnelle. Et je conseille aussi à mes cadets de bien d'étudier et de refuser d'obtenir leur diplôme dans la joie et dans la paix.
Le 12 juillet dernier, l'Académie de dialogue parents-enfants a organisé son deuxième dialogue au Centre Étoile. Le thème retenu pour cet atelier est la puberté à la sexualité, un cadre d'échange qui a vu la présence des représentants des différents ministères, des parents et des jeunes. On fait le point avec Asmao Oumar Moussa. C'est pour la deuxième fois consécutive que l'Académie de dialogue parents-enfants organise cet atelier qui a réuni parents et élèves afin de parler de la puberté et de la sexualité, sujet qui relève du tabou dans certaines familles. Ces échanges sont dirigés par des psychologues, gynécologues, coachs parentaux et accompagnatrices des familles. Selon la fondatrice de l'Académie, Melom Nikes Beramgoto, coach parental, cet atelier vise à créer des espaces de sécurité et d'échange entre adolescents et parents. Selon elle, l'Académie a choisi d'aborder ces thèmes avec lucidité et respect des valeurs culturelles et morales. Selon le psychologue Ngadandi Isaac, un des panélistes, les jeunes sont confrontés à des pressions sociales qui les impactent négativement sur les sujets liés à la sexualité. Il a ensuite proposé quelques préventions et exhorté aux parents d'accompagner leurs enfants pendant ces moments. Les jeunes, à leur tour, ont posé des questions et partagé leur expérience. Ils ont marqué leur disponibilité de partager cette préoccupation avec leur entourage. L'Académie de dialogue parents-enfants est un espace précieux pour les familles et les jeunes afin d'aborder à visage découvert la question de la sexualité. Elle offre l'occasion de promouvoir une société harmonieuse et compréhensive sur la protection des jeunes adolescents sur la gestion du corps. Autre volet de l'actualité, ils sont debout dès l'aube, sous le soleil ardent, parfois dans la poussière, souvent au cœur du tumulte urbain. Leur mission, réguler, orienter et apaiser la circulation dans la capitale. Un reportage au cœur de l'action entre rigueur policière et le sens du devoir civique. Oumana Filbert nous fait le point. Aussitôt arrivé sur les lieux d'enregistrement et d'enroulement des documents administratifs des véhicules, le ministre a effectué une inspection minutieuse. Il a échangé sans détour avec les agents du système national de la police, de l'immigration et de la sécurité, ainsi que les usagers. Si la démarche est saluée, le ministre n'a pas omis de pointer du doigt certaines insuffisances, notamment des structures d'accueil qu'il juge perfectibles. Il a exigé une révision rapide des installations pour plus d'efficacité. Le ministre poursuit sa tournée au centre d'enroulement de Paris-Congo où il constate également le déroulement du processus. Partout, même engagement, même engouement et les mêmes exigences. Rigueur, transparence et sérénité. À l'issue de sa visite, le général Ali Ahmad Ahrabaj fait une déclaration claire. L'enroulement des données administratives est une nécessité. C'est un outil crucial pour identifier les fraudeurs et lutter contre la circulation des faux documents. Cette opération est obligatoire pour tous, sans distinction. Elle relève de la sécurité publique nationale. Tenant compte des doléances des usagers, notamment les petits propriétaires, le ministre a accordé un délai supplémentaire de 2 semaines, mais uniquement pour les petits véhicules. Les gros porteurs restent soumis au calendrier initial. Avant de quitter le lieu, le ministre a lancé un appel à la responsabilité citoyenne. J'exhorte chacun à se faire enregistrer dans les délais. Il va de la sécurité de tous. Le système national de la police, de l'immigration et de sécurité poursuit ainsi sa marche vers un système plus fiable et sécurisé où chaque véhicule est identifié, chaque document vérifié, où l'État reprend le contrôle sur un secteur longtemps laissé à la dérive. Entre-temps, un autre phénomène visible se fait observer dans la ville de N'Djamena. En sillonnant les grandes artères de la capitale, une réalité crue saute aux yeux. La prostitution de jeunes filles, elles sont nombreuses à arpenter les rues et couloirs sur certains axes bien connus à la recherche des potentiels clients. Certaines sont majeures, parfois mineures, mais exposées à tous les dangers. Voici le constat effarant de Koinito Diak Chanette. Une simple balade dans la ville a permis de mettre à l'évidence l'ampleur de ces fléaux qui semblent gagner du terrain sous le regard parfois indifférent de la société. Si, autrefois, la prostitution se cachait, elle s'affiche désormais à visage découvert, dans les coins sombres, comme sous les lampadaires, défiant les normes sociales. Habillées de manière extravagante, allant seules ou en groupe, elles utilisent les techniques d'approche propres à leur code pour attirer les hommes. Cette pratique considérée
considérée comme antisociale doit interpeller les consciences. Nos approches nous ont amenés à chercher d'emblée les causes. En voici quelques-unes qui nous laissent comprendre ces dernières figures. La pauvreté, la déscolarisation, crise familiale, le goût d'une vie facile, manque de perspective, une jeunesse désœuvrée. À cela s'ajoute la montée en puissance des réseaux sociaux qui alimentent l'illusion d'un certain style de vie rapide et sans effort. Mais derrière chaque visage maquillé, chaque sourire de façade se cache souvent une histoire de douleur, d'abandon, de survie. Car nombreuses sont ces jeunes filles qui se retrouvent dans la rue, non pas par choix, mais par contrainte. Face à cette réalité, plusieurs questions se posent. Où sont les familles? Où sont les autorités? Y a-t-il des mécanismes d'accompagnement et de réinsertion sociale pour ces filles? Ce phénomène, bien que silencieux et qui semble collectivement acceptable dans notre communauté, foule aux pieds les mœurs, us et coutumes. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de moralité, il s'agit d'un problème social majeur, d'une urgence humaine. Ces filles ne sont pas que des silhouettes dans la nuit, ce sont nos sœurs, nos filles, nos nièces. Elles représentent une part précieuse de l'avenir de notre nation. Et si la société continue de détourner le regard, toute une génération entière sera sacrifiée sur l'autel de l'indifférence. Il est temps de briser le silence, il est temps d'agir, d'éduquer, d'encadrer et de protéger, car la rue ne doit pas être l'unique option pour celles qui rêvent simplement d'un avenir digne. Merci Koinito Jack. Jeannette, en société toujours, les escroqueries par téléphone se multiplient de jour en jour. Ces escrocs font leurs opérations en vidant les comptes mobile money des vendeurs et revendeurs des crédits tout en sémant la confusion entre les agents et leurs clients. Diglembay Ariel Tayo. L'arnaque par téléphone est devenue un fléau silencieux qui ronge la société tchadienne, touchant surtout les plus vulnérables, femmes, personnes âgées, jeunes peu informés. D'un simple appel ou message, certains se font dépouiller par leur économie durement gagnée. Tout commence par une phrase accrocheuse, vous avez gagné un lot ou encore, je suis un agent mobile money. Ensuite, la manipulation, la peur ou la promesse qui fait tomber dans le piège. L'arnaque téléphonique ne cesse de faire des victimes. Pourtant, tous les numéros de téléphone sont enregistrés avec une pièce d'identité. Alors, une question se dégage. Comment les escrocs peuvent-ils agir en toute tranquillité sans être inquiets? La réponse se trouve en partie du côté des opérateurs économiques qui brillent souvent par leur silence. Les entreprises ont pourtant une responsabilité directe dans la sécurisation du compte et des numéros de téléphone et la traçabilité de communication. Lorsqu'un client est escroqué, l'opérateur devrait pouvoir retrouver l'auteur via les numéros identifiés, bloquer son accès et prévenir les autres utilisateurs. Malheureusement, c'est ce qui semble ne pas être fait. Il est temps que les opérateurs mettent en place un système dynamique d'alerte automatique pour les tentatives suspectées, un service créatif d'assistance aux victimes et une collaboration étroite avec la police pour sanctionner les arnaqueurs qui mettent en mal la vie quotidienne des paisibles citoyens chaque jour. Car cette ère, c'est être complice. Les opérateurs doivent comprendre que protéger les clients ne relève pas du luxe, mais de leur devoir fondamental. Car la lutte contre l'arnaque ne se gagne pas seulement avec la technologie, mais avec une conscience collective. Une population bien informée est une cible plus difficile pour l'escroquerie. Face à cela, le silence est complice. Il est urgent que les opérateurs téléphoniques, les autorités s'unissent pour intensifier les campagnes de sensibilisation. Chacun doit être un maillon d'alerte car aujourd'hui, ce qui paraît être simple appel peut détruire la confiance, ruiner des foyers et briser des vies. Mesdames et messieurs, merci de continuer de suivre cette édition de l'éducation à la société. Parlons politique à présent. Léré, chef-lieu du département de Lac Léré, est une grande ville du Tchad pleine d'histoire, de culture et de tradition. Les communautés de cette ville cosmopolite, dont les plus dominantes sont les Mundang. Malgré cette diversité socio-culturelle, elle est un refuge de paix dans la province du Mayo-Kébi Ouest. Mistangar Victor, qui séjourne dans cette province depuis quelques jours, a interrogé le sous-préfet de Léré au sujet du vivre ensemble qui est une réalité dans son entité administrative. Voici ce qu'il dit.
La sous-préfecture de Léré est l'une des plus anciennes entités administratives, créée en district administratif en 1922. Et depuis, elle est éclatée en 3 départements, plusieurs sous-préfectures, à savoir le département de Maïbinder, le département de Eloya et le département de Lac-Léré. La sous-préfecture de Léré compte 2 cantons, à savoir le canton Léré, qui est géré par le GOM de Léré, et le canton Biparé. Compte également le canton Léré avec le canton de Biparé compte au total 45 villages pour la sous-préfecture de Léré. Et elle est limitée à l'est par la sous-préfecture de Guélo, au sud par la sous-préfecture de Guégou, à l'ouest par la sous-préfecture de l'arrondissement de Figuil dans la République du Cameroun, au nord par la sous-préfecture de Niangli et de Trène, et puis de Ribao, au sud-est par la sous-préfecture de Bibémi dans le Cameroun, et puis au nord-ouest par la sous-préfecture de Figuil également. Toutes les ethnies de Tchad se présentent ici. Mais nous n'avons jamais enregistré un conflit communautaire. Le vivre ensemble à Léré, c'est un modèle. C'est un modèle. Tout le monde se trouve dans leur localité. Chacun se croit chez lui. Et il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur de l'autre. Et là, je félicite beaucoup vraiment la population accueillante. Le respect des us et coutumes, c'est ça qui fait vraiment valoir le vivre ensemble. Ici, la zone est beaucoup plus traditionnelle et tout le monde respecte les us et les coutumes. Le canton est aussi respecté, le canton aussi accueille tout le monde. Et voilà, ici, je peux vous rassurer que nous n'avons jamais enregistré un conflit agriculteur et éleveur. Bon, de manière sanglante. Nous n'avons pas aussi reçu des plaintes qui mettent en mal la cohésion sociale. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers le Programme national de l'élimination de l'angiosarcose et de la filariose lymphatique au Tchad a lancé officiellement la campagne de distribution gratuite de mictisane et de l'albédazole aux habitants de Bébida, chef-lieu du département de la Nian. Fierté Ouattara, notre correspondante depuis Doba, nous en parle. Le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des métisanes et d'albédazole au public cible. Le délégué provincial de la santé publique au Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, en expliquant la dangerosité de ces pathologies, appelle tous les habitants des zones ciblées à accueillir les agents distributeurs et à se faire dépister. Nous réussirons cette campagne que si chacun de nous joue son rôle. Aux autorités pour créer les conditions favorables, les chefs traditionnels pour sensibiliser et mobiliser, les agents de santé pour assurer une distribution efficace et respectueuse des normes et la population elle-même pour accepter et participer activement. Je lance donc un appel fort à tous les habitants de zones ciblées à se faire dépister, se faire traiter, encourager leurs voisins à faire de même. Le succès de cette campagne est une étape décisive vers l'élimination de ces deux fléaux dans notre province. Pour le coordonnateur national du programme d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, Dr Hamid Chidid, c'est une étape importante d'un engagement commun vers l'éradication des maladies tropicales négligées, d'où l'objectif de cette campagne. C'est un moment crucial dans notre engagement commun vers l'éradication des maladies tropicales négligées et l'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, en particulier selon les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé, publiés au mois qui du sud de l'État. Ces maladies qui touchent principalement les populations les plus vulnérables de notre pays, comme vous le savez, l'onchocercose et la filariose lymphatique ne sont pas seulement des questions de santé, mais aussi des obstacles majeurs au développement social et économique. Ces maladies entraînent des stigmatisations, une diminution de la productivité et affectent le bien-être général de nos communautés.
Partenaires et autorités à divers niveaux ont tour à tour témoigné de leur engagement à accompagner et faciliter le bon déroulement de cette campagne. L'administration de Médizane et d'Arbinazol à quelques cibles ont mis un terme à la cérémonie officielle et marque l'étape pratique de cette campagne. Initialement conçu pour le cyclisme, le vélo a traversé les continents pour épouser une autre vocation sur le sol africain, notamment au Tchad. Loin des compétitions sportives, il s'est imposé comme un outil pratique de transport et un partenaire silencieux de la vie quotidienne, en tant milieu urbain qu'en milieu rural. Le sujet a inspiré Yaki Lydia. Voici son commentaire. D'années, le vélo tournait au sommet des moyens de déplacement au Tchad. Fonctionnaires, commerçants et élèves s'en servaient pour vaguer à leurs occupations. Ce deux roues, à la fois économique et écologique, était alors le compagnon de route par excellence. Mais avec l'émergence économique, portée entre autres par l'exploitation du pétrole, la motorisation s'est rapidement imposée. Voitures, motos et transports collectifs informels ont progressivement relégué le vélo au second plan. Dans les villes, son usage semble désormais réservé aux enfants et aux habitants des zones rurales, souvent perçus comme les oubliés du progrès. Pourtant, le vélo continue de jouer un rôle social et symbolique fort. En milieu urbain, il est parfois utilisé comme récompense éducative. Des parents l'offrent à leurs enfants méritants en gage de réussite scolaire. Dans un autre registre, certains adultes, conscients de ses vertus sanitaires, le privilègent pour la pratique du sport et la rééducation physique. Cependant, l'environnement urbain n'est guère favorable à sa réintégration. L'absence de pistes cyclables, le non-respect du code de la route par les usagers motorisés, ainsi que la vitesse croissante du trafic constituent des menaces permanentes pour les cyclistes. Dans les campagnes en revanche, le vélo demeure un pilier incontournable de la mobilité. Par nécessité plus que par choix, de nombreux paysans s'en servent quotidiennement pour se rendre aux champs, transporter des outils et même des passagers. Le fameux municipal vélo robuste à cadre masculin trône encore fièrement dans plusieurs villages avec son porte-bagages souvent surchargé. Ainsi, malgré les mutations de la société tchadienne et les élans vers la modernité, le vélo discret mais résilient reste un symbole de résilience et d'accessibilité. À l'heure des grands bouleversements climatiques et de la recherche de solutions durables, peut-être est-il temps de redonner à cet humble engin la place qu'il mérite dans nos politiques de mobilité. Autre volet de l'actualité en sport, coup de tempête dans le paysage footballistique tchadien. D'après des informations fiables, Kevin Nikez, ancien sélectionneur du Tchad, figure parmi les 4 finalistes retenus pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée-Conakry. Baindixem Sadok pour plus de précisions. La Fédération guinéenne de football, qui a récemment lancé un appel à candidature, a tranché parmi les dizaines de postulants. 4 entraîneurs ont été sélectionnés sur la base de critères stricts, alliant sur expérience, compétences techniques et exigences salariales raisonnables. Parmi eux, Kevin Nikes se démarque par son sérieux, sa connaissance du football africain et son profil jeune et structurant. Selon nos sources, l'exigence salariale de Kevin Nikes s'élève à 25 000 € mensuels, soit environ 16,4 millions de francs CFA, un montant compétitif comparé aux prétentions de certains techniciens européens. Il fera face à une concurrence de haut niveau. Daniel Bera, figure respectée dans les milieux francophones. Denis Lavange, bien connu sur le continent pour ses passages à la tête de clubs et de sélections africaines. Omar Choumogo, ancien international béninois et entraîneur à l'expérience continentale solide. Ce nouveau défi pourrait représenter un tournant dans la carrière de Kevin Nikes, lui qui est encore en observation du côté du Tchad, mais dont les ambitions dépassent désormais les frontières nationales. Le choix final de la Fédération guinéenne de football est attendu dans les prochains jours. La 3e et 8e journée de play-off de la Ligue de basketball de N'Djamena se poursuit. Le choc tant attendu entre Amtok City et Asfir a donné plus d'espoir en offrant à ses supporters et au public un match d'une intensité rare marqué par le talent brut de la Fougou de 2 jeunes en formation. Baindik Sadok nous en dit plus.
Après leur victoire à la 3e journée face aux Bourgeons, dans cette phase de play-off, les poulains de coach Hervé Madisseum sont aujourd'hui en face du destin pouvant permettre à leur club de prendre provisoirement la tête du classement de cette poule en cas de succès. Du côté de l'équipe ASFE, c'est aussi le même calcul et même mission pour le coach Innocent Maudote. Hervé Madisseum vient en guerre avec tout son arsenal pour défier la vieille expérience de Maudote. Les supporters d'Amtoukoui, comme d'habitude, étaient arrivés nombreux pour apporter leur soutien à leur équipe. Le coach Hervé, avec son système de jeu, a mis au profil un technique de jeu à ces joueurs qui n'ont pas droit à l'erreur. Un mauvais pas pourrait coûter cher à l'équipe pour la suite du parcours. L'on ressent une bataille solide sous l'anneau avec une vivacité pour la récupération des rebonds. Premier round bouillant, c'est l'équipe de Fir Basket qui prend l'avantage et conserve ses petits écarts jusqu'à la pause. Score 34 paniers à 32. À la deuxième partie, les hommes de coach Hervé Madisseum ont pris le contrôle du jeu en dominant les poulains de coach Innocent Maudote. Pour le coach Innocent Maudote, ces joueurs ont présenté un bon système de jeu, mais la victoire de l'équipe adverse est à saluer, toujours en restant optimiste pour les prochains matchs. Au début, on avait pris le devant et après, ils ont su remonter le score. Je crois, malgré ça, on a eu à donner des instructions, mais je pense que tactiquement, les joueurs n'étaient pas un peu conscients, n'étaient pas concentrés. Et ça a fait que, Amtok était venu prendre le devant. Hervé Madisseum encourage ses joueurs pour les prochains matchs. Je tiens à féliciter les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux. C'est par rapport au travail fait aux entraînements que le résultat a été possible aujourd'hui encore. Et puis je les encourage toujours à venir aux entraînements, d'être toujours présents là. Les hommes d'Amtoukoui qui ont su gérer pour arracher cette victoire. Score Amtoukoui City 80 paniers, Asvir Basketball 78 paniers. À la fin de cette rencontre, une foule immense a inondé le plateau pour encourager ces joueurs qui ont dominé un niveau de basket à l'appréciation des amoureux du ballon rose venus pour cette circonstance. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci également à la régie et surtout, restez des nôtres pour la suite de nos programmes. Passez un excellent week-end.